Merci, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. Je tiens à remercier Édouard pour m'avoir invité chaleureusement à venir dans ces magnifiques instituts pour vous parler de glace polaire. Et je vais vous donner un petit tour d'horizon sur l'évolution des glaces polaires, comment elles sont reliées au changement du climat et quels sont les impacts pour l'humanité et les projections avec les incertitudes. Alors, qui dit glace polaire dit glace de mer ou glace terrestre. Alors les glaces de mer, elles résultent du gel de l'eau de mer, donc elles ne déplacent pas du tout le niveau des mers. Les glaces de mer font jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Elles forment un manteau thermique très réfléchissant dans les régions polaires. Alors que les glaces terrestres, elles couvrent les régions du Groenland et de l'Antarctique. Elles font plusieurs kilomètres de large et bien sûr, quand ces glaces fondent, elles font monter le niveau des mers. On a un équivalent en montée de niveau des mers du Groenland de 7 mètres. Et en Antarctique, on a un contenu de glace qui, s'il fondait, ferait monter le niveau des mers de 53 mètres. Ça, c'est le gros géant. Pour comparaison, les glaciers avec lesquels on est familier, les glaciers des Alpes, des Patagonies, d'Alaska, du Canada, d'Himalaya, si on fait fondre tout ça, on a un demi-mètre de montée du niveau des mers. Alors, les glaciers, les calottes de mer, la banquise, on l'appelle en français, on suit ça de très près depuis les années 70 avec des données satellites. Il y a aussi des mesures aéroportées, des données de terrain. On voit une décroissance très forte de l'ère des glaces de mer en Arctique, à peu près 13% par décennie. Donc d'ici 10-20 ans, il n'y aura plus de glace de mer à la fin de l'été en Arctique. Ça a des conséquences très importantes. Des conséquences un petit peu plus pratiques, c'est que la France a cherché au XVIe siècle le passage nord-ouest en vain. On ne l'a jamais trouvé. Roald Amundsen l'a traversé entre 1903 et 1906. Il ne l'a pas fait plusieurs fois. Il l'a fait juste une fois en 3 ans. Et de nos jours, on peut passer le passage nord-ouest avec un bateau de touristes et une petite licence de navigation. Cette évolution des glaces arctiques, elle est liée directement au réchauffement du climat, elle est liée au réchauffement de l'atmosphère, au réchauffement de l'océan, elle est liée à la disparition de l'effet réfléchissant dans les parties nord. Il y a aussi des changements de vent qui contribuent au transport de la glace arctique en dehors du bassin arctique, par exemple dans Fram Strait. Tous ces procédés marchent en concert et il y a beaucoup de retours positifs. Alors, les retours positifs, les politiques ou les enseignants, ils les aiment bien. Les scientifiques, ils n'aiment pas du tout ça. Ça veut dire que si on perturbe un système avec un changement climatique, il va répondre en amplifiant la réponse initiale, un peu comme un effet boule de neige. C'est ce qui se passe avec la glace de mer. En Antarctique, la glace de mer disparaît pratiquement complètement en été, c'est une glace saisonnière, et les données satellites indiquent un accroissement de l'ère des glaces antarctiques. Alors les sceptiques du climat ont toujours beaucoup aimé cette statistique, de 1% par décennie, c'est 10 fois moins que l'Arctique, mais je vais vous donner une explication assez simple de ce phénomène qui en fait montre que ce n'est pas du tout incompatible avec le réchauffement climatique. Alors, en Antarctique, on a des vents circumpolaires, des vents d'ouest qui tournent autour de l'Antarctique, des vents très très forts, les navigateurs les connaissent bien. Et ces vents l'intensité de ces vents est déterminée par la différence de température entre l'Antarctique et le reste du globe. Et il se trouve que cette différence de température est en train de s'accroître. Le reste du globe se réchauffe plus vite que l'Antarctique. L'Antarctique, les effets d'albédo, de réfléchissement ne changent pas. L'Arctique est toujours aussi blanc qu'avant. Et en plus, on a la diminution de la couche d'ozone qui a tendance à faire refroidir aussi l'Antarctique. Donc on a des différences de température entre l'Antarctique et le reste du monde qui ont grandi. Ça contribue à des grosses différences de pression et à des vents qui s'intensifient d'à peu près 30% depuis les années 80. Et les vents ont tendance aussi à se resserrer dans les côtes sud de l'Antarctique. À cause de l'effet de Coriolis, la rotation de la Terre, ces vents qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'Antarctique, ont tendance à pousser les eaux de surface vers le nord. Ça s'appelle Ekman Transport et ça contribue donc à l'agrandissement des zones de glace de mer qui se forment en hiver. Ça est compensé par des masses sous la surface qui vont être projetées plus proches des côtes antarctiques. Et il se trouve que dans les régions polaires, on a des eaux froides en surface
et on a des eaux chaudes, plusieurs centaines de mètres sous la surface. Ces eaux chaudes viennent des régions subtropicales. Elles sont stables sous la surface parce qu'elles sont très chargées en sel. Chaude, c'est tout relatif. Moi, je n'irai pas me baigner, c'est 2-3 degrés. Mais ça correspond à un gros flux de chaleur sur les zones antarctiques. Ces zones de chaleur ici sont dans ce qu'on appelle le courant circumpolaire antarctique. Il y a des régions autour de l'Antarctique qui sont assez proches de ce courant, et c'est là aussi des régions où on voit les changements glaciers les plus importants et les fontes de parties flottantes dont je vais vous parler. Alors, les transitions sur les glaces terrestres, on les suit très bien depuis les années 90 à cause surtout de missions satellites, canadiennes, européennes, japonaises et américaines. Vous voyez ici une cartographie des vitesses sur le Groenland et l'Antarctique. On a des mesures aussi de gravité depuis 2002 qui nous donnent des mesures très précises des changements de masse de ces calottes polaires. Il y a aussi des mesures altimétriques. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les bilans de masse. Donc, je suis intéressé par les données de vitesse que l'on reconstruit ici avec des données radar. Mais maintenant, on a accès à des données, certaines qui étaient des satellites espions américains des années 60. Donc, on a pratiquement 50 années d'observation assez précises sur les glaces polaires, un demi-siècle de reconstruction. On est aussi intéressé par l'épaisseur de ces calottes qui est mesurée avec des avions et des radars un petit peu différents. Vous voyez ici la cartographie de l'Antarctique et du Groenland avec des zones en bleu qui sont des zones sous-marines, c'est-à-dire des zones où le socle rocheux en dessous de la glace est sous le niveau de la mer, ce qui veut dire que si les glaces se retirent, elle sera remplacée par l'océan. Vous allez voir que c'est des parties très importantes à étudier. Alors, on a une très bonne idée des pertes de masse de ces masses polaires Antarctique et Groenland avec toutes les mesures que nous avons accumulées. On sait aussi très bien quelle est la fraction qui est due au fond de surface, qui domine au Groenland, et la fraction qui est due aux fontes par le bas et aux accélérations de glaciers. Alors, je vais vous parler d'abord des régions les plus froides, où la glace qui est formée par l'accumulation de neige se glisse le long de ces rivières que vous avez vues dans les figures précédentes, qui sont des rivières en Antarctique et au Groenland qui remontent 100 mètres ou même jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. Donc il y a un couplage très fort entre ce qui se passe sur les zones périphériques et les zones intérieures des calottes polaires. Cette partie flottante, elle arrive en mer, elle frotte le long des parois, elle peut s'accrocher sur des îles et créer un effet de bouchon pour ces glaciers. Éventuellement, ces bouchons se cassent en morceaux, ça s'appelle le velage, c'est le même terme en anglais. Je ne me suis jamais trop posé la question pourquoi on appelait ça le velage. C'est ma plus jeune fille de 9 ans qui m'a fait penser à ça, qui m'a dit l'autre jour, mais oui, mais le velage, c'est le petit veau qui se détache de la mer. Et c'est exactement ça, et le petit veau, il va fondre, il ne va pas être mangé par le loup, ou alors il va rentrer dans le Titanic. Vous voyez ici un iceberg qui se détache d'un glacier du Groenland. Il fait 800 mètres d'épaisseur et 2 km de largeur. Alors, on a une fonte dans ces zones-là de surface. En Antarctique, c'est pratiquement zéro. Au Groenland, c'est de quelques centimètres au mètre. Et on a aussi des fontes sur le socle rocheux à cause du flux géothermique, mais ça, c'est mesuré en millimètres par an. Ce qui se passe surtout, c'est la fonte en contact avec l'océan, ou alors là, on a des mesures de fonte de 3 à plusieurs mètres par an, jusqu'à 100 mètres par an, donc un facteur 100 pratiquement par rapport à ce qui se passe à la surface. Donc tout fond par le bas. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que l'eau est en contact la glace est en contact avec de l'eau salée. Ça fait monter le point de fusion de 2 degrés, c'est pour ça qu'on met du sel sur les routes. Et en plus, ce point de fusion est augmenté quand on ajoute de la pression. Donc, ces glaces, elles font, en Antarctique, elles font 1 à 2 km de profondeur. Et à 1,3 km de profondeur, on ajoute encore 1 degré pour le point de fusion de la glace. Donc, il y a 3 degrés automatiquement dès que les glaces tombent dans de l'eau salée. Alors, on a mis du temps à mesurer ça bien comme il faut, parce que les fontes par le bas, c'est difficile à voir au-dessus par satellite, mais on a des bons résultats maintenant. On a des mesures du taux de fonte autour de l'Antarctique, comparé avec le taux de velage.
Il y a des zones en Antarctique Ouest et en Antarctique Est où les taux de fonte sont beaucoup trop grands. Les parties flottantes sont en train de se désintégrer. Ça, c'est un petit peu un problème, parce que ces parties flottantes, je vous ai dit que c'est un bouchon. Et quand on enlève le bouchon, le glacier s'écoule plus vite. Alors on a vu ça de manière très précise dans les glaciers de la péninsule antarctique, qui ont vécu désintégration de parties flottantes en 1995 et en 2002. Et en 2002, on a vu ces glaciers accélérer de 3 à 8. Et 13 ans plus tard, ces glaciers vont toujours aussi vite. Alors si on fait augmenter les vitesses des glaciers antarctiques d'un facteur 8, on peut faire le calcul, ça fait monter le niveau des mers de 4 mètres par siècle. On refait le calcul plusieurs fois pour être sûr, 4 mètres par siècle. La pente du socle rocheux est aussi quelque chose d'important, et ça on le connaît depuis les années 70 avec les travaux de Thomas, de Wertmann et de Hughes, qui ont montré que quand le socle rocheux devient de plus en plus profond à l'intérieur des terres, si le glacier commence à se retirer, on ne peut plus l'arrêter. Le velage devient autogénérant, le processus devient acclimatique. Il n'y a que deux configurations stables dans un cas de socle comme celui-là. Soit la glace arrive jusqu'à la limite de la plateforme continentale, il est stable, ou alors il se retire complètement. Alors cette théorie, elle a été vérifiée, elle marche très bien sur les glaciers d'Alaska. Dès qu'ils se retirent de points d'ancrage, on les voit se retirer très rapidement, sur quelques dizaines d'années, et le changement de climat ne change rien du tout à ça. Et on a vu maintenant des exemples en Antarctique et au Groenland. Alors les parties flottantes, elles peuvent aussi se désintégrer par fonte de surface. On a vu ça très bien aussi encore dans la péninsule antarctique. On sait que quand l'isotherme 0 degré du mois de janvier atteint ces parties flottantes, elles se désintègrent, elles ne peuvent plus survivre, et donc on a des glaciers qui se mettent à couler plus vite. C'est en partie pour ça que les glaciers du Groenland vont en gros 10 fois plus vite que les glaciers de l'Antarctique, parce qu'ils n'ont plus de parties flottantes, sauf dans la partie nord du Groenland. Alors, dans les parties nord, où les parties flottantes ont disparu, il se passe des choses intéressantes qu'on a découvert assez récemment. Alors, on n'a plus de parties flottantes, on a un mur de glace vertical qui se casse dans l'océan. Le mur vertical permet aux plumes de mélange eau de mer, glace fondue, de monter à la surface plus rapidement que si c'était sur une plaque plus ou moins horizontale, une partie flottante. Et en plus, on a toutes ces eaux produites par la fonte des neiges, la fonte des glaces qui produisent ces magnifiques rivières bleutées à la surface du glacier qui finissent par tomber dans des moulins peu sympathiques et qui rejoignent la base du glacier. Ces eaux-là ressortent à la base du glacier, aux zones frontales. C'est des eaux froides, mais très fraîches, donc ils veulent monter tout de suite à la surface et qui, en montant à la surface, se mélangent avec les eaux chaudes en profondeur. Elles lèchent les parois des glaciers et donnent à des taux de fonte de 3 à 5 mètres par jour. Donc ça va 10 fois plus vite que sur les parties flottantes. Les glaciers survivent ou pas comme ça, dans des régimes, c'est en fait un régime de fonte maximum. S'ils se retirent et qu'ils perdent contact avec l'océan, à ce moment-là, le velage cesse. Les contacts avec l'océan, bien sûr, cessent de contribuer à la fonte du glacier. On respire un peu. Et ça, on arrive à très bien modéliser, et ça fait la base, en fait, des modèles qui sont inclus dans le GIEC. Modéliser les glaciers qui terminent dans l'océan, on ne sait pas très bien faire à l'heure actuelle, et ce n'est pas inclus dans le GIEC. Alors pour ça, il faut bien connaître le lit des glaciers. On fait beaucoup de progrès là-dessus, mais il y a encore du travail. Il faut connaître les interactions d'océan et de glace. Pour ça, il faut modéliser les transports de chaleur le long de la glace. Il faut bien connaître la bathymétrie, beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et il faut modéliser les courants chauds, les changements de vent, les tourbillons. Je ne parle pas de tourbillons, mais les tourbillons transportent autant de chaleur que les courants. Et pour ça, il faut faire tourner des modèles à 1 km de résolution. Et les modèles globaux ne tournent pas du tout à 1 km. Donc c'est assez compliqué. Et puis en plus, le glissement de la glace sur le socle, on peut le contraindre avec des vitesses. Mais la production d'iceberg, le velage, alors là, on est un peu dans les choux, parce qu'on n'a jamais vraiment observé des grandes parois de glace de 2 km en train de se casser dans la mer et se retirer dans des socles de base. On n'a jamais vu ce que c'était qu'une partie marine de l'Antarctique en train de se désintégrer. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'évolution de ces calottes polaires et des glaciers ?
En fait, quand on ajoute la contribution de tous les glaciers, le Groenland et l'Antarctique, avec l'expansion thermique, on est dans un régime de montée des mers de 1 mètre par siècle. Alors, je vais vous parler un petit peu de quelques zones. Il y a 3 grosses portes au Groenland qui donnent lieu à des passages sous-marins. Le Jakobshavn Isbrae, ici, au centre-ouest, le Northeast Ice Stream, sur la partie nord, et Petermann et Humboldt. Alors, Jakobshavn, il a été tranquille jusqu'à 2002. Il s'est retiré depuis le dernier rage glaciaire. Voici par exemple la retraite entre 1953 et 2000, de quelques kilomètres. Et à partir de 2002, il a perdu sa partie flottante. Il se retire maintenant à 1 km par an. Il donne lieu à des velages spectaculaires. Et il se retire dans un canyon, un grand canyon, qui fait plus d'1,5 km de profondeur. Il a triplé de vitesse. Et maintenant, il enregistre même des variations saisonnières très fortes de son écoulement, alors qu'avant, il bougeait de la même manière toute l'année. Dans la partie nord-est, on a un papier qui va sortir juste cette semaine dans Science, qui montre que la partie flottante s'est désintégrée complètement en 2012. Donc maintenant, il se termine sur une face verticale. Ce glacier est relié jusqu'au centre du Groenland. C'est le seul au Groenland qui pénètre aussi loin dans les terres, jusqu'au sommet du Groenland. Il a accéléré de 50%, c'est juste le début, c'est pas aussi spectaculaire que Jakobshavn. Il se déplace dans un lit qui est en dévers pour les 20 prochains kilomètres, donc il va changer beaucoup dans les années à venir. Il se retire actuellement de 1 km par an. Il a un voisin, Nordglaciarsfjorden Glacier, qui fond aussi à cause d'eau trop chaude dans la baie. Mais lui ne se retire pas aussi vite parce qu'il remonte sur un lit qui est en pente positive. Il n'a pas un lit en dévers, celui-là. Zachary Strom contient un demi-mètre d'équivalent en montée niveau des mers. Son voisin, un autre demi-mètre. Et il est probable que son voisin va suivre le même schéma dans les années qui viennent. Alors celui dont je n'ai pas parlé, c'est Petermann et Humboldt, qui n'ont pas accéléré. Petermann a une partie flottante de 70 km. Elle n'a pas changé depuis que Lawrence Cork l'a découvert en 1910, jusqu'à 2011. Et depuis 2011, on a perdu 30 km de cette partie flottante. Il est probable que cette partie va aussi évoluer dans les années très proches. Alors en Antarctique, des vannes, il y en a beaucoup. Je ne les ai même pas toutes comptées. Et puis on les découvre un petit peu au fur et à mesure qu'on fait des cartographies le long de la côte, parce que ces zones-là suivent des chenaux qui ont été tracés par les avancées glaciaires passées. Je vais vous en parler de 2, le glacier de Totem, qui se trouve pas loin des terres antarctiques françaises, et le glacier de la mer d'Amundsen. Alors Totem, on l'a étudié en collaboration avec les expéditions polaires françaises pour faire des mesures d'épaisseur, nos collègues texans et nos collègues australiens. On a pu reconstruire la bathymétrie de ce glacier qui fait 25 km, qui plonge à 2 km sous la mer. Il perd seulement 10% de sa masse, mais il contient un équivalent en eau de 5 mètres. Ça, c'est un glacier en Antarctique Est, 5 mètres de montée niveau global des mers si toute la glace disparaissait dans l'océan. On s'est aperçu que ce glacier suit assez bien les variations de température de l'océan et répond en changeant sa vitesse de manière assez sensible. Il baisse de peu près 1 mètre par an et se retire à 2 km par décennie. Les glaciers de la mer d'Amundsen, elles sont connues un petit peu depuis les années 70. Les théoriciens pensaient que c'était le point le plus fragile de l'Antarctique Ouest, et c'est confirmé aujourd'hui. Ce sont des monstres, ces glaciers. Ce glacier-là, le glacier de Thwaites, il fait 100 km de large. Il fait 1 km d'épaisseur, il bouge à 4 km par an. Il déplace 100 gigatonnes, je crois que c'est 100 milliards de tonnes par an de glace dans l'océan. Pour mettre les choses en perspective, une agglomération comme Los Angeles ou Paris consomme à peu près 1 gigatonne d'eau par an. Donc ce glacier-là déplace autant que 100 fois la réserve d'eau dont a besoin la ville de Paris pour son alimentation. Ces glaciers contiennent l'équivalent de 1,2 mètre en hausse du niveau des mers. Ils se retirent assez vite. C'est les glaciers qui se retirent pratiquement le plus vite à la surface de la Terre. Ils se retirent de 1 km par an. Ce glacier, le glacier de Smith, s'est retiré de 35 km entre 1996 et 2011. Et nous avons fait beaucoup de cartographie depuis 2002 dans cette région. On a des mesures maintenant pratiquement tous les 300 mètres pour trouver les bosses, les petites bosses qui pourraient ralentir ces glaciers. Alors les bosses sur le glacier de Pine Island, il n'y en a plus.
Donc le glacier va se retirer dans un territoire où le lit reste en dévers jusqu'au centre. Le glacier de Smith, c'est pareil, il plonge dans un lit à plus de 10 km et il n'y a pas de petite bosse. Le glacier de Thwaites, il y a des petits régimes de bosses, mais on peut facilement se faufiler entre ces bosses et rentrer dans le bassin intérieur. Donc on avait annoncé l'an dernier que cette partie de l'Antarctique, pour nous, on avait déjà fait péter le fusil en quelque sorte, qu'elle était destinée à se retirer dans les siècles à venir. La grosse incertitude, bien sûr, c'est combien de temps. Et ça, on ne peut pas trop répondre. Il y a des modèles qui voient cette zone-là se retirer entre 200 et 900 ans. Ça vous donne un petit peu les incertitudes sur les modèles. Il y a un modèle, par contre, qui enlève les parties flottantes et qui regarde le processus de Calvin, qui fait disparaître cette région en 100 ans. À savoir qui est-ce qui a raison. Alors, à l'heure actuelle, on en est à 1 mètre par siècle. Peut-être que je vous ai brossé un portrait un petit peu pessimiste de ce qui se passe. En fait, c'est un petit peu pire que ça. On a des changements qui ont été enregistrés dans les données de paléoclimat, et je pense que Edouard va sans doute nous en parler parce qu'il a travaillé beaucoup là-dessus. Il y a 25 000 ans, on était dans une zone interglaciaire où la température de la Terre était 1 degré plus qu'aujourd'hui, ou peut-être pas très loin de ce qu'elle était aujourd'hui, et le niveau des mers était 6 à 9 mètres plus haut. Alors, les données de paléoclimat, elles ne peuvent pas nous dire en combien de temps ça s'est transformé. C'est un peu difficile de résoudre ces échelles-là, mais elles peuvent nous dire avec certitude qu'il y avait 6 à 9 mètres de plus de niveau des mers. Alors, ça veut dire qu'une partie du Groenland avait fondu, une partie de l'Antarctique ouest, et peut-être une partie de l'Antarctique est. Alors, pour le moment, je vous ai parlé de certains secteurs qui sont compromis, certains secteurs du Groenland, une grosse vanne dans l'Antarctique ouest, et on monte avec 1 mètre par siècle. Alors que faire? Certainement éviter de développer plus de vannes, surtout en Antarctique. Pour ça, il faut diminuer le réchauffement climatique, il faut passer à des énergies douces tout de suite. Et puis, personnellement, je pense qu'il faudra développer des techniques de séquestration du carbone pour revenir à des taux de concentration du carbone du début du XXe siècle, des zones beaucoup plus safe, beaucoup plus sûres qu'à l'époque actuelle. En Europe, on parle beaucoup de limiter le réchauffement à 2 degrés. Je ne sais pas si les scientifiques sont beaucoup derrière ce réchauffement de 2 degrés. Pour moi, 2 degrés, c'est une catastrophe de se dire que les glaces polaires ne vont pas être affectées de manière catastrophique avec 2 degrés. Donc, si on limite ça, bien sûr, on évitera des gros problèmes d'adaptation. On peut aussi se poser la question si on n'a pas le droit ou même le devoir de protéger ces grands espaces glaciaires, ces grosses réserves d'eau douce de la planète, ces espaces qui sont d'une beauté infinie. Moi, j'ai la chance de travailler là-bas et d'être même payé pour travailler là-bas. Les Argentins ont passé des lois, il y a peu de temps, pour protéger les glaciers des Andes contre les industries minières. Pourquoi pas n'avoir un développement international pour protéger les calottes polaires comme patrimoine du monde, quelque chose à préserver pour les planètes futures. Merci.